On y va, Michel. Donc, de manière très synthétique, d'abord, pourquoi Design Me a Planet? Ensuite, quelles sont les principaux histoires que se rencontre l'humanité aujourd'hui sur le futur? Parce que le fait d'étudier comment la planète allait évoluer, ben, ça nous a amené à étudier comment les êtres humains se racontent ce futur aujourd'hui. Et comme on ne voulait pas être normatif, ben, on est parti tout simplement de centaines, voire de milliers d'interviews qu'on avait fait au cours des années sur les grands enjeux planétaires, et on s'est aperçu petit à petit qu'on pouvait à peu près les résumer en 4 grands scénarios. Et comment construire un futur positif pour l'ensemble de l'humanité. Je peux avancer. Alors, premier point que tout le monde sait dans cette salle, mais enfin il faut toujours le rappeler, le point de départ, pourquoi Design Me a Planet, c'est cette prise de conscience, chez nous, mais aussi d'une manière plus large au niveau de l'humanité, qu'on risque de dépasser le point de non-retour. C'est-à-dire que si l'ensemble de la situation planétaire évolue dans un sens trop négatif, il y aura un moment donné où même quand on se réveillera, on se dira bah, c'est évident, bah, ça sera trop tard. D'où l'urgence de cette prise de conscience. On va avancer. Alors, pourquoi ça? C'est extrêmement simple, là c'est deux images superposées. Bon, d'abord, il y a une évolution absolument incroyable de la population humaine qu'on voit jusqu'au moment où d'ailleurs on commence à apprendre à maîtriser l'énergie. Et l'explosion de la population, elle est très liée à la capacité qu'a eu l'être humain à un moment donné, environ vers 1800-1850, d'utiliser l'énergie fossile qui a permis de pratiquement éradiquer dans tous les pays avancés la faim, qui était endémique jusque-là, et qui permettait que la population n'explose pas. Pourquoi? D'une manière très très simple, c'est qu'à partir du moment où vous avez un chemin de fer, vous pouvez circuler, vous pouvez faire circuler massivement l'alimentation, et que donc vous supprimez ce qui domine dans toutes les sociétés agraires, c'est-à-dire une famine endémique, c'est-à-dire que tous les 3-4 ans, il n'y a pas de récolte, on ne peut pas transporter la nourriture massivement, donc les gens meurent de faim, et ça permet de limiter la population. À partir du moment où l'humanité connaît le décollage industriel, la maîtrise de l'énergie, on a la fin de la famine endémique, qui est une fantastique bonne nouvelle pour l'humanité, mais qui va créer des nouveaux types de problèmes qui sont liés à la population croissante. On va vers 10 milliards d'individus, et il est certain que dans notre organisation actuelle, et notamment si on continue à faire des guerres entre nous, on ne voit pas comment on va être 10 milliards sur cette planète. On a déjà consommé, on consomme plusieurs planètes, enfin les pays civilisés consomment déjà plusieurs planètes, et l'élargissement à 10 milliards d'êtres humains de notre mode de vie est totalement impossible. Je peux avancer. Alors, d'où la conclusion business as usual is a dangerous trap, c'est-à-dire que le fait de croire que tout en faisant du business comme de manière classique, en continuant nos activités de manière classique sans prise de conscience, on va vers un piège, et qui est le piège de notre propre réussite. Et ce piège, comme très souvent dans tous les pièges, et l'homme est un animal qui a réussi d'une manière extraordinaire parce qu'il sait construire des pièges très intelligents, et là, il s'est construit lui-même son propre piège, parce que dans les pièges, on rentre, on se dit il y a de la bonne nourriture, et puis notamment le pétrole, et puis on réussit magnifiquement, et puis en fait c'est un piège, et lorsqu'on se rend compte qu'on est dans un piège, c'est trop tard, on est enfermé dans le piège. Et alors, pour sortir de cette situation, ben, il faut imaginer une planète viable, et imaginer aussi le cheminement, comment on passe d'une planète non viable à une planète viable. Comment on va faire cette transition. Donc on a besoin d'une vision, et on a besoin aussi d'une nouvelle histoire à se raconter. Parce qu'on voit bien aussi que l'humanité, c'est toujours raconter des histoires. C'est un animal qui
dont la force, c'est d'imaginer des histoires nouvelles, mais nos histoires anciennes ne conviennent plus. Donc il faut réimaginer une nouvelle histoire. Je peux avancer. Alors, ceci dit, cette nouvelle histoire, elle est en train de s'inventer dans le monde entier. Ça a été bien problématisé par l'idée du développement durable, c'est-à-dire comment imaginer une nouvelle histoire qui soit économiquement viable, certes, mais socialement viable et écologiquement viable. Alors le problème est bien posé, ce qui est déjà pas mal, et l'ONU le pose bien à travers cette logique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, même s'il y a des tentatives considérables, et même si des millions de personnes, et des centaines d'entreprises font des cheminent vers le développement durable, ça ne se fait pas du tout à la vitesse où il faudrait que ça se fasse. Donc il y a vraiment besoin d'une innovation de rupture, et au-delà du concept de développement durable et de tout ce qui est fait dans ce domaine, il faut vraiment qu'on accélère notre capacité à imaginer un futur viable. On peut avancer. Alors ça va impliquer bien sûr les experts, mais aussi le monde économique, la société civile, les États. Il faut créer une manière de créer une synergie entre toutes ces dimensions. On peut avancer. Alors, nous, on s'est donné comme objectif 4 objectifs relativement simples. 1, augmenter la conscience planétaire, parce qu'on voit bien que ces problèmes naissent d'un décalage entre le fait que l'humanité était un animal comme les autres jusque-là, qu'il est devenu l'espèce dominante de la planète, mais que les êtres humains n'ont pas pris conscience. Ils n'ont jamais, dans toute leur histoire, eu à penser la planète, ni à penser le long terme, ni même à penser le fait que leur action pouvait avoir un impact sur la planète. C'est totalement nouveau. Ils sont organisés, par exemple, en États-nations, qui sont très bien pour organiser localement leur logique en tant que pays, mais on n'est pas du tout organisé à penser la planète et à s'organiser en tant qu'espèce humaine ayant un impact sur la planète. On ne sait pas comment faire. Donc il faut augmenter la conscience planétaire et il faut inventer un scénario à long terme positif, parce que aussi aujourd'hui il y a beaucoup d'actions dans tous les sens, mais d'abord parfois les actions peuvent paraître localement très positives, peuvent en fait, quand on les analyse, être totalement négatives. Et d'autre part, tant qu'on n'a pas un scénario planétaire à long terme, on ne peut même pas savoir finalement dans quelle direction aller. C'est comme si vous vouliez construire une maison sans en avoir l'architecture globale. Alors il y aurait le maçon qui commencerait à construire un mur, le plombier dans le même sens, votre truc il ne tiendrait pas du tout. Donc il faut à tout prix qu'on construise une vision planétaire globale, et c'est complètement nouveau pour l'humanité. Et donc, si on arrive à construire ce scénario planétaire, à ce moment-là, on peut repérer des initiatives positives et les fédérer. Et puis après, il y a tout l'enjeu de dégager l'argent, les fonds pour les transformer. On peut avancer. Alors on est très clairement dans une sorte de course où on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que la coopération, le co-design, la co-création collective va prendre le dessus, ou est-ce qu'au contraire, comme des gens comme Huntington l'ont très bien expliqué, on va vers un clash des civilisations, et ce qu'on évoquait précédemment, depuis longtemps, les grands organismes militaires de la planète le préparent. Parce qu'on peut très bien imaginer, et j'ai vu des grands think tanks américains analyser le monde en ce sens-là, c'est-à-dire de dire les ressources vont manquer, donc les gens vont se regrouper par rapport à leur affinité, c'est-à-dire essentiellement par grande religion, et dans les 10 ans qui viennent, ou les 20 ans qui viennent, il va y avoir un combat de titans par les grandes civilisations pour, comme ils disent, sanctuariser les ressources. Et ce scénario-là, il est relativement probable, parce que ça a toujours été le cas.
Mais on voit bien aussi que ce scénario-là, c'est l'accélération de la catastrophe. Donc, on peut avancer. Donc, l'idée, c'est de faire un réseau d'échange, de co-création, des personnes humaines qui ont envie d'aller au-delà d'un scénario à la Huntington, d'un conflit, des grands blocs de civilisation, et qui veulent construire un avenir positif pour l'ensemble de l'humanité. Alors, quand on parle avec l'ensemble de l'humanité, quand on voyage un peu partout dans le monde, on voit ressortir 4 grandes histoires futures, potentielles. Alors, tu peux avancer. Alors, voilà, tu peux avancer. Et, d'une certaine manière, ces grands scénarios, ils sont connectés avec les systèmes de valeurs sous-jacents de ces personnes. Alors ça, c'est la spirale dynamique auquel je fais référence. C'est des gens qui ont travaillé sur les systèmes de valeurs. On peut avancer. Mais pour faire simple, alors on les a recomposés, vous voyez, là c'est la planète avec les différentes populations, leur pourcentage dans l'humanité, et ça nous permet de mieux comprendre comment les choses vont évoluer, et les probabilités ou les non-probabilités qu'un système de représentation prenne le dessus ou un autre. On peut avancer. Donc ça, c'est des détails. Bon, après, on peut rentrer dans les détails. Après, je ne vais pas le faire tout de suite. Je peux avancer. Voilà. Ça c'est Don Beck qui a fait ça. C'est très intéressant parce que vous voyez de manière visuelle les masses que représentent les différents systèmes de valeurs. Bon, pour faire très très court, là, c'est des chasseurs-cueilleurs, c'est des valeurs de tribus, etc. Bon, c'est en forte diminution dans l'ensemble de la planète, puisqu'il n'y a plus grand monde qui est capable de vivre dans ces modalités-là. Et vous voyez ce qui domine encore et ce qui explique les situations de guerre dans lesquelles on est et qui est en train de se... C'est rouge-bleu, parce que rouge-bleu, c'est des gens qui ont des systèmes de valeurs qui sont liés à la puissance et à la religion. Et au niveau planétaire, c'est ces gens-là qui restent dominants en termes de population. Donc ça explique le scénario des clashs des civilisations et pourquoi il est probable ce clash des civilisations. Parce que nous, on vit entre nous, gens très cultivés, mais la masse de la population sur la Terre est encore très reliée dans des conflits ethniques, de civilisation, de culture et de religion. Et puis là, vous avez le orange-vert qui est la société industrielle. Donc même si nous, on a l'impression que c'est très dominant, vous voyez que c'est assez faible. Et si vous êtes dans cette salle, c'est parce que plus ou moins vous aspirez à ça. Donc vous êtes les 10% de la population qui avait une philosophie évolutive avec une bonne compréhension systémique des interactions. Mais ça, vous voyez, on est infime. On est infime. Bon, on peut avancer. Alors, de cela, on peut déduire 4 grands scénarios qui sont dans la tête de populations très très diverses. Le 4e scénario qui est le plus positif, on pourrait se dire, pourquoi s'inquiéter, ce 4e scénario, il est évident. Il est évident pour nous, mais il n'est pas évident pour 90% de la population. Donc on va aller revoir ces 4 scénarios, vous allez tout de suite les reconnaître, parce qu'en parlant autour de vous, vous en entendez parler tout au long de la journée. Alors, tu peux avancer. Alors le premier scénario, c'est souvent des gens pas très bien éduqués, etc. Ils n'ont jamais cru à la civilisation, et ils disent, de toute façon, tout ça, ça va s'effondrer, et puis on va revenir à la chasse-cueillette. Et puis tant mieux, parce que c'était le seul moment où on a été heureux. Le problème de ce scénario, c'est que c'est certain qu'on a été pendant pratiquement 1 million d'années dans un scénario chasse-cueillette. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne pourra pas revenir. Il n'y aura pas de retour possible, pour des tas de raisons que je ne rentre pas. Donc c'est une illusion, ce scénario, ça c'est très clair. Il n'y aura pas d'effondrement de la civilisation et retour à la chasse-cueillette. Tout simplement parce que la chasse-cueillette n'est plus possible aujourd'hui. Il n'y a plus suffisamment d'animaux, la planète est en trop mauvais état pour que même 1 million d'êtres humains vivent en chasse-cueillette sur cette planète. Deuxième scénario, je peux avancer, c'est le scénario rouge. C'est le clash des civilisations.
Donc ça, quand on parle avec les armées, avec les gens qui sont au sommet des États, ils nous parlent toujours de ce scénario-là. Ils nous disent toujours pareil, bon, ben, les ressources vont manquer, il faut être rationnel, c'est ce qu'on appelle la réelle politique. Il ne faut pas rigoler, nous on est des gens sérieux, nous on a notre population sous responsabilité, le mode de vie américain n'est pas négociable, les Européens sont habitués à un standard de vie, il nous faut les ressources, nous avons les armées pour les conquérir. Bon, donc sanctuarisons notre territoire. Ça a été très bien expliqué. Alors, il y a des grands think tanks américains qui travaillent là-dessus, ça donne la géopolitique et tout ça. C'est des gens très très sérieux et ils préparent la Troisième Guerre mondiale. Donc, le seul problème de ce scénario, c'est que même s'il est très réaliste, rapporté au passé, il est inutile de rentrer trop dans les détails pour vous expliquer qu'à partir du moment où il y a 10 milliards d'êtres humains et qu'on consomme déjà plus qu'on devrait pour maintenir l'écosystème, si on rentre dans ce scénario-là, ça c'est la catastrophe totale, il ne restera plus personne, il n'y aura même pas un gagnant. Mais ils ont du mal à penser que ce qui a toujours marché ne va pas marcher cette fois-ci. Et la Troisième Guerre mondiale, il n'y a pas trop de difficultés pour comprendre qu'il n'y aura pas de gagnant. Et que donc c'est inutile de s'y engager. Mais ça, ils ont du mal à comprendre. Après, le troisième scénario, d'ailleurs il va y avoir un sommet bientôt à Amsterdam là-dessus, c'est des gens beaucoup plus savants en général que les premiers et les deuxièmes, c'est des gens qui sont des grands scientifiques, et eux ils disent, de toute façon il n'y a pas de problème, parce qu'on va, techniquement on va trouver une solution. On va diffuser de la poussière argentée dans l'atmosphère, et puis ça va rafraîchir le climat. On va trouver avec les nanotechnologies des micro-robots qui vont dévorer le CO2 et ça va résoudre tout. Alors c'est des gens souvent très savants, qui sont des biologistes et qui ont le prix Nobel, qui vous expliquent qu'on va modifier la génétique de l'être humain et puis il va pouvoir vivre dans la pollution. Donc il n'y a plus de problème de pollution, donc le réchauffement. On va solutionner les choses techniquement. Alors, en Californie, il y a l'Université de la Singularité qui est tout à fait dans cette logique-là. Elle a eu des milliards là maintenant, et elles font leur premier sommet en Europe, à Amsterdam. C'est très très intéressant. Mais en fait, ce qui manque dans ce scénario-là, c'est que la solution technique, elle est possible tant qu'on est sur des problèmes ponctuels. Là, on a un problème systémique. Donc il faut une vision globale, holistique, systémique. Et automatiquement, les transformations techniques qui vont arriver, elles impliquent une transformation sociétale. Et ça, il y a très peu de gens, y compris dans la science, qui sont capables de le penser. Et enfin, il y a le quatrième scénario sur lequel on est un tout petit nombre à travailler, dont l'Université catholique de Lille, c'est pour ça qu'on m'accueille, dont quelques personnes aux États-Unis. On est à peu près 1 millier de personnes extrêmement cultivées, parce qu'il faut à la fois avoir une connaissance technique et à la fois une connaissance sociologique, philosophique. Il faut croiser tout ça. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle dans la spirale dynamique les jeunes, la pensée systémique. Et là, l'idée, c'est qu'effectivement, on va avoir des solutions techniques, scientifiques, mais on va avoir aussi une transformation, un bouleversement global de la société. Parce qu'on ne peut pas résoudre, comme le dit très bien Einstein, on ne peut pas résoudre les problèmes d'hier avec les solutions d'avant-hier. Il faut vraiment penser d'une nouvelle manière. Et il faut repenser complètement nos sociétés d'une nouvelle manière. Voilà, tu peux avancer. Donc, il y a 3 à 4 vanités qu'on peut repérer et qui nous permettent de nous distinguer de ce qui se fait beaucoup dans le monde. Donc, c'est on vous l'entendra beaucoup partout, y compris d'ailleurs de gens qui considèrent qu'ils sont en train d'inventer le futur, c'est retourner à la chasse-cueillette. On va faire des petits villages et puis on va faire de la chasse-cueillette. Après, la logique du fondamentalisme, c'est-à-dire, bon,
puisque la modernité n'a pas marché, revenons à l'islam traditionnel, revenons au catholicisme, revenons, mais ça ne marchera pas, parce que ça active le choc des civilisations, c'est une véritable catastrophe. Et le dernier, qui est le plus subtil, mais qui est aussi une illusion, c'est le scientisme, c'est de croire que la science va trouver toutes les solutions. Alors, il y a une dernière, que moi-même d'ailleurs j'ai été tenté par ça, c'est de me dire, compte tenu de la situation, pourquoi on ne créerait pas une communauté, puis on s'installe, d'ailleurs les éco-villages, il y a Auroville qui travaille un peu dans cet esprit-là. Mais comme le bouleversement est systémique, il n'y aura pas d'endroit sur la planète où on va pouvoir faire notre petit éco-village entre personnes évoluées, enfin on va... Non, parce que de toute façon, on est embarqués tous dans la transformation planétaire, et il n'y aura pas un endroit de la planète qui pourra être préservé. Donc on va tous en sortir par le haut, tous ensemble, ou on s'en sort. Il n'y a pas de possibilité aujourd'hui de se dire on va trouver un endroit et se mettre à l'abri. Alors, pourquoi nous devons construire une nouvelle vision? Parce que les visions classiques nous emmènent nulle part. Et nos actions actuelles, telles qu'elles sont, si on continue sans prendre conscience, ça nous amène vers le mur. Alors aussi, notre idée, c'est de se dire, parce que on pourrait se dire, et ça c'est important, parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi inventer Design Your Planet, puisque là je suis allé à un salon du développement durable, il y a des milliers d'entreprises en ce moment qui sont en train d'essayer de devenir vertes. Il y a des milliers de gens, vous avez vu, peut-être que vous avez maintenant des poubelles, où vous triez vos poubelles, etc., etc. On peut dire, mais tout ça, mais pourquoi s'agiter? Tout va bien, on est en train de... Mais non, parce que si vous regardez ce qui est en train de se passer réellement, malgré des millions de gens qui sont en train de faire des efforts, malgré qu'on fasse du tri, malgré qu'on essaye de réduire le CO2, malgré que les voitures électriques soient là, etc., quand vous regardez par rapport à ce qu'il faudrait faire pour éviter, on n'a pas bougé d'un poil. Les chiffres, ils sont simples. Les chiffres, c'est que le CO2 est en train d'augmenter beaucoup plus vite que tout ce qu'on a imaginé. La pollution, elle augmente encore et tout ça. Donc on voit bien qu'il y a une nécessité d'inventer quelque chose de radicalement nouveau. On dit, c'est faire de l'innovation de rupture. De l'innovation de rupture, c'est quand, dans une entreprise, au lieu d'améliorer les produits existants, vous imaginez complètement un nouveau produit qui transforme complètement la situation. Et là, il faut qu'on fasse de l'innovation de rupture au niveau de la planète. Et très vite. Et c'est passionnant à faire. Et ça implique collectivement tout le monde. On avance. Alors, et comment on peut développer une nouvelle vision? La première chose, c'est qu'il faut qu'on développe beaucoup plus intensément toutes les logiques démocratiques, mais en allant beaucoup plus loin que ce qu'on appelle la démocratie, parce que la démocratie, c'est mettre un bulletin de vote dans une boîte et d'avoir un guignol qui se prend pour le président et qui dit qu'il a des solutions alors qu'il n'en a aucune. Et plus aucun parti politique n'a de solution face à ces enjeux, parce que ça les dépasse complètement. Donc, il faut que les citoyens commencent à s'emparer de ces sujets et comprennent ces enjeux et élaborent des solutions. Il faut changer complètement, faire évoluer radicalement notre éducation. Là, en ce moment, il y a une très très belle vidéo sur Stanford 2025. Tout le monde, à l'Université catholique de Lille, on est en train, il y a un énorme effort aujourd'hui pour réimaginer complètement des nouveaux modes d'éducation. Et dans ce sens-là, d'ailleurs, nos ateliers nationaux autour, c'est typiquement un nouveau mode d'éducation complètement révolutionnaire par rapport à ce qu'on fait dans les classes de sang. Et ça implique aussi qu'on crée des espaces ouverts de co-design et de co-innovation entre les meilleurs experts de la planète. Il y a des choses qui relèvent des enfants,
il y a des choses qui relèvent des experts, il y a des choses qui relèvent des parents. Et tout le monde doit travailler ensemble. Les enfants peuvent apporter des idées extraordinaires aux experts, mais les experts, ils ont des expertises où on a énormément de monde. Et alors, un point qui est essentiel sur lequel on travaille, c'est pour ça que dès le début on a fait en français, anglais, allemand, mais évidemment ça devrait être dans toutes les langues, c'est de faire travailler les cultures entre elles. Parce qu'on voit bien que le gros danger, qui est le danger, j'allais dire rouge-bleu, du clash de la civilisation, c'est une absence de dialogue entre les cultures. C'est pour ça qu'on est très content d'avoir. On cherche à faire se rencontrer les cultures. C'est pour ça que je vais voyager énormément. Et, paradoxalement, pour bien comprendre son futur, c'est très important de comprendre son passé. Parce que c'est en comprenant bien son passé qu'on comprend le turning point où on est ici. Quelqu'un qui n'a pas de mémoire, il ne peut pas comprendre le moment présent. Voilà. Et on a fait un énorme travail de publication depuis 30 ans. Bon, ça, c'est quelques livres que j'ai eu le courage d'écrire. Mais je veux dire, je ne suis pas seul, il y a des centaines de livres sur le sujet. Et heureusement, il y a tout un réseau. Alors d'ailleurs, il y a tellement des centaines de livres sur le sujet que mon premier acte à l'Université catholique, c'est d'emmener ma bibliothèque de 1000 livres, parce que j'ai une bibliothèque de 1000 livres qui dort à un endroit. Donc j'en fais don à l'université, parce que j'ai déjà 60 ans, dans 10 ans j'aurai 70 ans, donc avant d'être complètement gâteux, je vais leur donner mon stock de livres sur ce sujet, parce que c'est même une sorte de trésor, parce que c'est un ensemble de livres sur le sujet de la transformation. Et il n'y a pas beaucoup de bibliothèques avec 1000 livres sur ce sujet-là. Donc pour ma famille, on n'en a que faire. Par contre, l'université, ça avec un trésor. Voilà, donc c'était juste pour rappeler ces quelques concepts, parce que c'est bien de recadrer de temps en temps. Et ça va nous permettre, là on va maintenant Lina est au retour, donc on va finir cette magnifique matinée avec une chanson de Lina, qu'elle a créée d'ailleurs pour Design Your Planet. Peut-être tu veux en faire deux, une chanson Design Your Planet à la fin et peut-être une chanson de toi, ou qu'est-ce que tu veux faire?